Dans cette première vidéo, l'objectif est d'expliquer très simplement comment l'information est codée par l'ordinateur. En effet, lorsqu'on va travailler en HTML, on va être confronté à des normes de codage pour les caractères alphanumériques, c'est-à-dire les lettres et les nombres, et on va être également confronté à des codages lorsqu'on va travailler avec des couleurs, puisque les couleurs en HTML sont codées avec un codage qu'on appelle l'hexadécimal et qu'on va expliquer très simplement dans cette vidéo. Alors au centre de l'ordinateur, on va trouver évidemment le microprocesseur ou le processeur plus simplement, qui est en quelque sorte le moteur de l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va traiter et exécuter les instructions qui lui sont demandées. Pour ça, il possède des petites mémoires qu'on appelle des registres, qui sont petites mais extrêmement rapides et qui lui permettent de faire des calculs et de traiter des informations très rapidement. Ce processeur est composé, entre autres éléments, de transistors. Alors qu'est-ce que c'est qu'un transistor? Pour simplifier à l'extrême, un espèce d'interrupteur, un super interrupteur, qui peut soit laisser passer le courant, soit bloquer le courant. Lorsque le transistor laisse passer le courant, eh bien on dira qu'il est en position 1, donc on comptera avec le chiffre 1. Et lorsqu'il bloque le courant, on dira qu'il est en position 0, et donc on comptera 0. Et vous voyez qu'on se retrouve ici avec une numération à deux chiffres, soit l'état 0, soit l'état 1. Et bien cette numération, qui est en base 2, puisqu'elle ne possède que deux chiffres, est appelée la numération binaire. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, les chiffres qui nous servent à calculer en binaire, le 0 et le 1, c'est ce qu'on appelle des bits. C'est l'abréviation anglaise de binary digit, qui veut dire chiffre binaire. Donc, deux valeurs, soit 0, soit 1. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, au départ, ça commence comme en décimale, c'est-à-dire que le 0 en binaire est le même que le 0 en décimale. De la même façon, le 1 en binaire est le même que le 1 en décimale. Par contre, lorsqu'on arrive après le 1, eh bien, en décimale, on continue puisqu'on a encore des chiffres, donc on a encore 2, 3, 4, etc. Par contre, en ce qui concerne le binaire, on n'a plus de chiffres. Donc, on va faire exactement ce qu'on fait en décimale lorsqu'on atteint le chiffre 9. Lorsqu'on arrive à 9 en décimale, eh bien, on va rajouter un chiffre à gauche qu'on appelle le chiffre des dizaines, on va mettre 1, et on va recommencer à compter les unités à partir de 0. Eh bien ici, c'est exactement la même chose avec le binaire. On va ici rajouter le chiffre qu'on pourrait dire des dizaines, mais ce n'est pas des dizaines, puisque ce n'est pas 10, c'est 2, ça serait les deuxaines si on peut dire. Et on recommence ici le chiffre des unités à 0, et on recommence ici, donc 10, 11. Et de la même façon, lorsqu'on est à 11, eh bien, on est obligé de rajouter de nouveau un chiffre à gauche, puisqu'on n'a plus de chiffre disponible. Et donc, comme en décimale, lorsqu'on arrive à 99, eh bien ici on va écrire 100 avec un troisième chiffre qui sera l'équivalent du chiffre des centaines, et recommencer ainsi de suite. Alors, la technique générale pour convertir un binaire en décimal, puisque là on a vu simplement comment ça fonctionne rapidement, mais il faut avoir une technique numérique un peu plus sophistiquée, eh bien on voit qu'en base 10, on est habitué à avoir une écriture où on a ici des chiffres, C0 étant le chiffre des unités, le plus à droite, et Cn étant le chiffre le plus à gauche. Donc en base 10, il faudrait mettre entre parenthèses avec ici la base 10, mais comme la base 10, eh bien c'est la base par défaut, on notera simplement les chiffres comme ceci, sans donner la base. Par contre, lorsqu'on est dans une autre base que la base 10, c'est-à-dire la base 2 par exemple, mais il existe d'autres bases, eh bien il faudra ici noter la base de façon à ce qu'on sache dans quelle base on se situe. Et évidemment, dans ce cas-là, les chiffres ne peuvent être que des 0 ou des 1. Exemple, 101 en base 2, comme ceci. Alors comment on fait pour convertir? Eh bien, lorsque je veux passer de la base 2 à la base 10, eh bien, c'est un petit peu comme pour les décimaux. C'est-à-dire les décimaux, qu'est-ce qu'on fait? On a le chiffre des unités. Par exemple, si j'écris un décimal ici, 123, eh bien 123, ça sera 3, le chiffre des unités, plus le chiffre des dizaines, 2 fois 10, puissance 1, plus le chiffre des centaines, 1 fois 10, puissance 2. Voilà la valeur de ce nombre. Ici, c'est la même chose. Simplement, au lieu de multiplier par des puissances de 10, on va multiplier par des puissances de 2. Donc, C0 étant le chiffre des unités, il sera ici multiplié par rien du tout.
Ensuite, le chiffre suivant qui est C1 sera multiplié par 2 à la puissance 1, c'est ce qui est ici. Ensuite, le chiffre suivant C2 sera multiplié par 2 à la puissance 2, etc., etc., jusqu'au dernier Cn qui sera multiplié par 2 à la puissance n. Voilà la technique qui permet de convertir un nombre binaire en nombre décimal. Dans l'exemple qui est proposé ici, 101 en base 2, donc je fais ce que je viens de dire, c'est-à-dire ici mon chiffre des unités, eh bien 1, je le laisse tel quel, je lui ajoute le chiffre qui suit fois 2 puissance 1, c'est ce que je fais ici, je lui ajoute le chiffre qui suit fois 2 puissance 2, c'est ce que j'ai fait ici. J'additionne tout ça, ça me donne 5, eh bien 101 en base 2, ça correspond à 5 en base 10. Maintenant qu'on a vu comment on fait pour convertir un binaire en décimal, eh bien on va apprendre à convertir un décimal en binaire. Alors pour convertir un décimal en binaire, on va faire une succession de divisions euclidiennes, c'est-à-dire des divisions qu'on apprend en sixième quand on est au collège, c'est-à-dire une division avec un dividende, un quotient et un reste, et un diviseur. Dans ce cas-là, notre diviseur, ce sera 2 systématiquement, et notre dividende, ça va être au départ le nombre qu'on veut convertir. Donc exemple, ici j'ai pris 13, que je divise par 2, donc ça fait 2 fois 6, il reste 1. Ensuite, je vais continuer à faire une succession de divisions euclidiennes jusqu'à que le quotient soit égal à 0. Donc je continue, je récupère ici le 6 que j'ai trouvé au quotient, et ça devient mon dividende. Je le redivise par 2, donc ça fait 2 fois 3 plus il reste 0. Ensuite, je reprends ici le quotient que je redivise par 2. Donc 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Je reprends ici mon quotient que je redivise par 2. Donc 1, c'est 2 fois 0 plus 1. Et ici, vous voyez que j'ai bien obtenu mon quotient égal à 0. Par conséquent, c'est terminé. J'ai trouvé mon binaire. Pour écrire mon binaire qui est égal à 13 en base décimale, eh bien, il suffit de reprendre les restes en partant du dernier jusqu'au premier. Donc ça fait 1, 1, 0, 1. Et voilà notre résultat, 13, c'est 1101 en base 2. On constate que même avec des petits nombres en décimale, ici 13, eh bien on a déjà un nombre en binaire qui fait 4 chiffres. Donc on imagine rapidement que lorsqu'on va avoir des grands nombres décimaux, eh bien évidemment on va avoir ici beaucoup de chiffres, et donc les nombres binaires seront très difficiles à manipuler pour nous êtres humains, alors que pour l'ordinateur, évidemment, c'est ce qui est le plus adapté. Donc c'est pour ça que on a instauré une nouvelle unité de mesure plus pratique qui est l'octet. Alors l'octet c'est quoi? Eh bien un octet, ça correspond ici à 8 bits. Alors un octet en anglais, ça se prononce byte. Ok, c'est pour ça qu'on parle de mégabyte, etc. Nous, naturellement, on connaît en informatique le kilo-octet, le mégaoctet, le téraoctet, etc. Ce sont des notions assez habituelles pour nous. Alors comment ça fonctionne un octet? Eh bien un octet c'est donc 8 bits, donc ça veut dire 8 cases où on va pouvoir mettre des 0 ou des 1. Par conséquent, sur un octet, on va pouvoir stocker 2 puissance 8 valeurs différentes, binaires différents, donc autrement dit 256 nombres binaires différents. Alors ce stockage va nous servir parce qu'il est plus facile à utiliser comme unité de mesure, mais il sert aussi dans les calculs avec les binaires, en particulier la soustraction des binaires utilise le stockage des binaires sur une mémoire. Donc je ne le traite pas ici, mais sachez que si ça vous intéresse, regardez sur votre moteur de recherche le complément à 2 et vous verrez un petit peu comment ça marche et comment on fait des soustractions en binaire. Donc le nombre le plus petit que l'on peut stocker, c'est évidemment 0, donc que des zéros dans toutes les cases. Et le nombre le plus grand que l'on peut stocker sur un octet, c'est lorsque tous les bits sont à 1, et dans ce cas-là, on obtient 255. On sait désormais ce qu'est un octet. Il nous reste à voir maintenant la dernière notion, c'est-à-dire l'hexadécimal, autrement dit la numération en base 16. Alors, l'hexadécimal, en base 16, donc ça signifie 16 chiffres différents. Par conséquent, on va reprendre les 10 chiffres de la base décimale, de 0 jusqu'à 9, et on va leur ajouter les chiffres qui nous manquent, c'est-à-dire 6 chiffres supplémentaires qu'on va représenter à l'aide des lettres du début de l'alphabet, ici, de A jusqu'à F. A correspond à 10, B correspond à 11, C 12, D 13, E 14 et F 15. On a bien nos 16 chiffres. Au passage, qu'on mette des lettres majuscules ou des lettres minuscules,
ça n'a aucune importance. Cette numération ou l'écriture de cette numération n'est pas sensible à la casse. Le principe de conversion d'un décimal en hexadécimal et réciproquement fonctionne exactement de la même façon que ce qu'on a vu pour le binaire. Donc comment ça se passe? Donc ici par exemple, voilà un nombre 7AE qui est écrit en base 16, c'est-à-dire en hexadécimal. Lorsque je veux le convertir en décimal, je vais commencer par prendre ici le chiffre des unités, E, qui correspond au nombre 14 en décimale. Donc je mets ici 14. Ensuite, j'ai A qui correspond au nombre 10 en décimale. Donc je mets 10 multiplié par 16 puissance 1 puisque je suis en base 16. Et enfin, le deuxième chiffre ici qui sera multiplié par 16 puissance 2. Donc c'est 7 fois 16 puissance 2 qui est ici. Je calcule tout ça et ça me donne 1966. Maintenant, si je veux convertir un décimal en hexadécimal, j'utilise exactement la même technique que celle utilisée avec le binaire, c'est-à-dire je vais faire une succession de divisions par 16 jusqu'à obtenir ici un quotient égal à 0. Donc je récupère ici le 9 que je redivise ici par 16, j'ai mon quotient égal à 0 et je n'ai plus ici qu'à conserver les restes en les prenant du dernier jusqu'au premier et évidemment en adaptant 15 en remplaçant par le chiffre hexadécimal correspondant, c'est-à-dire F ici. Donc 159, c'est 9F en base 16 que je peux écrire également ici avec une lettre minuscule si j'ai envie, ça ne change absolument rien. Désormais, on a fini avec les nombres et on peut se demander un petit peu quel rapport avec le HTML et une page web. Eh bien, figurez-vous que ce qu'on va voir maintenant, c'est le codage du texte, puisque l'ordinateur, lui, il ne parle que binaire, c'est-à-dire que toutes les informations qu'il utilise et qu'il traite sont en binaire. Donc, lorsque on veut travailler avec du texte, eh bien, il faut évidemment le coder en binaire pour que l'ordinateur puisse l'utiliser et le traiter. Donc, on a évidemment inventé un codage qui fait ceci. Alors, le premier codage inventé par les Américains, ça a été le codage qui s'appelle l'ASCII. Alors, l'ASCII, American Standard Code for Information Interchange, bien, c'était un codage qui était sur 7 bits, d'accord? Donc un octet moins 1 bit, et par conséquent, on pouvait stocker 2 puissance 7 caractères différents, c'est-à-dire 128 caractères différents. Alors au départ, c'était suffisant, puisque cette norme avait été choisie par les Américains pour les Anglo-Saxons, mais évidemment, très rapidement, elle est devenue insuffisante, puisque lorsque l'informatique est devenue mondiale, eh bien évidemment il a fallu coder d'autres caractères qui correspondaient aux autres langues, comme par exemple pour nous les caractères accentués qui n'existaient pas dans le codage ASCII. Donc plusieurs normes ont commencé à apparaître, des normes qu'on appelait ISO, qui sont apparues dans les différents pays et qui étaient plus ou moins compatibles et difficiles à utiliser simultanément. Par conséquent, récemment, eh bien, on est passé à une nouvelle norme qui s'appelle l'Unicode, qui avait pour but d'unifier un petit peu toutes ces différentes normes et d'en créer une seule qui soit utilisable par tout le monde. Celle qui est utilisée aujourd'hui, c'est l'UTF-8, voilà, qui est une norme qui prolonge l'ASCII et donc qui peut être utilisée par tous les langages, sachant qu'elle est codée sur au minimum 8 bits, donc ça veut dire 256 premiers caractères qui prolongent l'ASCII, et ensuite elle peut être étendue à plusieurs octets si nécessaire pour coder tous les caractères existants, que ce soit les caractères cyrilliques, européens, asiatiques, etc. Dans nos pages HTML, eh bien, on verra plus tard que dans les premières lignes de la page, le codage des caractères est indiqué, et donc ce codage, vous verrez que c'est le UTF-8. Voilà pour le codage du texte. Pour finir cette introduction, il ne reste plus qu'à parler des couleurs. En effet, les couleurs sont également codées en binaire pour que l'ordinateur puisse les traiter. Alors comment ça fonctionne? Une couleur est composée de 3 couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu. Une couleur sera codée sur 3 octets, ce qui permet d'avoir environ 16 millions de couleurs différentes. Donc le premier octet sera occupé par le rouge, donc une valeur comprise entre 0 et 255 en décimale. Le deuxième octet sera occupé par le vert, donc de nouveau une valeur comprise entre 0 et 255.
Et enfin, le troisième octet sera occupé par le bleu, donc une troisième valeur comprise entre 0 et 255. Ça, ce sont les valeurs décimales. Mais lorsqu'on écrit une couleur en HTML, on la code en général en hexadécimal. Par conséquent, on aura ces valeurs qui seront représentées en hexadécimal, comme par exemple ici cette couleur qui est là, qui est représentée par le code 67B9CE, c'est-à-dire le code RGB en décimal équivalent, c'est 103, 185 et 206. Donc on verra comment utiliser ces deux types de codes, et en particulier, on verra que celui-ci sera utilisé lorsqu'on va rajouter une quatrième composante qui correspond à la transparence de notre couleur. Voilà, c'est terminé pour cette introduction. Dans la vidéo suivante, on verra comment installer Microsoft Expression Web qui va nous servir d'éditeur pour nos pages web. Donc je vous dis à bientôt.